Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01. Merci de votre présence. Laini Monimali, la présidente de la FDSEM, nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à tout le monde. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Arrêté avec Madagascar, Mayotte aussi existe. Les agriculteurs ont lancé leur cri du cœur ce matin au Conseil général. Ils ont quitté leur lieu de travail pour se faire entendre par les élus. Des agriculteurs qui se sentent oubliés et qui ont été reçus par le 5e vice-président du Conseil général. Les ateliers rassemblant élus, sociétés civiles, responsables administratifs et préparant le document stratégique Mayotte 2025 battent leur plein depuis des semaines sur le territoire. Justement, pour aider l'aménagement, Mayotte est devenue éligible au FRAFU depuis 4 ans. Quelles sont aujourd'hui les priorités? Quels chantiers? On fait le point. Et puis, l'accident vasculaire cérébral est la 3e cause de décès en France. Aujourd'hui, une journée mondiale lui est consacrée. Au centre hospitalier de Mamoudzou, du personnel soignant était donc mobilisé pour sensibiliser les visiteurs et patients aux signes qui doivent les alerter. Sans agriculteurs, un pays ne peut qu'être pauvre. Voilà les propos tenus par les agriculteurs de Lille ce matin. Une trentaine de jeunes qui ont investi le Conseil général. Réunion surprise à l'hémicycle Nusa Bamana où les agriculteurs ont été rapidement reçus. Les images sont signées à Bassaliti. Des couloirs du Conseil général méconnaissables après le passage des agriculteurs. Pour exprimer leur colère, les professionnels avaient ramené avec eux leurs outils de travail ainsi que leur engrais qu'ils ont déversés sur les dalles. Les agriculteurs se sentent oubliés par le Conseil général. Ils dénoncent le manque de moyens, le manque de foncier, le manque de matériel. Donner quelqu'un 100 000 € et le faire installer au Sahara, est-ce qu'il pourra, il pourra arriver à cultiver quelque chose? Ça jamais. Ça jamais. Donc l'agriculture, c'est pas l'argent. L'agriculture, c'est l'accompagnement et voilà, donner des idées. Il nous dit qu'il y a des techniciens, mais ces techniciens, ils devraient nous écouter, nous agriculteurs, ce que nous on a à faire, mais pas à eux de nous dire voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Et eux, ils sont là juste à nous montrer et à nous accompagner jusqu'à l'endroit où nous voulons atteindre. Ce matin, les agriculteurs ont présenté 10 revendications. Permettre aux jeunes agriculteurs de pouvoir préfinancer leurs projets, débloquer équitablement le foncier du Conseil général ou encore faciliter l'attribution des aides financières. Par rapport à cet entretien, on a été très clair. Comme eux aussi, ils étaient très clairs. C'est vrai que j'étais le seul élu qui était avec eux, mais ils ont leur feuille de revendication qui est déjà tout prêt, préparé. Et quand j'ai regardé, on l'a lu ensemble, on a commenté ensemble, on a bien vu que ce sont des choses qui sont leurs besoins réels au niveau de leur projet et au niveau d'exercice en tant que jeunes agriculteurs. L'appel des agriculteurs aura été entendu. Dès demain, un comité de pilotage se mettra en place avec un collège d'élus, un collège d'agriculteurs et un collège administratif. Laini Monimali, un coup d'éclat plutôt surprenant de la part des agriculteurs qui sont discrets, il faut le dire généralement. Oui, en général, les agriculteurs sont discrets, mais là, c'est, comment dirais-je, ça a été un ras-le-bol. Donc, le fait d'attendre, au final, ils ont fini par être exaspérés, et c'est ce qui les a amenés à agir de la sorte. Donc, à partir de là, je pense que il n'y avait pas lieu d'attendre que les agriculteurs lancent un tel cri. Il fallait les entendre parce que ça fait quand même des années que les agriculteurs cherchent
cherchent à rentrer en contact avec des élus et ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui, ils ont décidé, ils ont pris la décision de se dire, bon, il faut qu'on se fasse entendre, quelle que soit la manière. Alors on a vu de l'engrais dans les couleurs du Conseil général, on a vu les outils des agriculteurs également. Est-ce que pour vous, c'était finalement la seule méthode employée pour être entendu par un élu? Il n'y avait qu'un élu, on le rappelle. Hein. Oui, il n'y avait qu'un élu, mais disons que là, du fait, on a constaté que jusqu'à maintenant, les agriculteurs n'étaient pas entendus. Donc, je ne dirais pas que c'était le seul moyen. Il y a eu quand même un temps de demande, de dialogue et d'échange. Combien de temps? Voilà, et donc à partir de là, au vu du coup de force des agriculteurs, nous avons quand même obtenu d'être entendus et il y a un comité qui a été mis en place et dès demain, il y aura un travail qui sera fait. Ça fait combien de temps que vous tentiez de contacter les élus? Disons que tout le temps, il y a eu des agriculteurs qui ont été tout seuls et puis là, il y a eu la fusion jeunes agriculteurs F2CAM et donc le résultat est là. Est-ce que Swadardine Mehdi, on rappelle qu'il est donc le 5e vice-président du Conseil général, était la personne la plus adaptée pour vous entendre? Disons que nous étions partis pour être entendus par le président du Conseil général et aussi par l'élu qui est chargé de l'agriculture. Mais comme ces personnes n'étaient pas là et que M. Swadardine a bien voulu être à l'écoute, eh bien voilà, il y a eu quand même une avancée. On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement d'ici la fin de ce journal. Alors que les ateliers Mayotte 2025 sont encore en cours, 2 projets restent en suspens. Il s'agit de la création d'un établissement public foncier et de la mise en place du Fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Ces 2 projets initiés en 2010 pourraient aider Mayotte à développer leur équipement urbain et à accéder au logement. Mais aujourd'hui, toujours rien. Alors, où en est-on réellement? Élément de réponse avec Camille Leca. EPF et FRAFU, 2 acronymes pour de grands projets, des projets liés à l'aménagement du territoire qui dorment hélas depuis 4 ans. Premier projet, la création d'un EPF, établissement public foncier. Alors quelles sont ses missions? Il procède à des acquisitions foncières et à des opérations immobilières en vue de faciliter l'aménagement urbain. Il peut aussi réaliser des études et des travaux. Ces 2 missions sont réalisées pour le compte de l'État, des établissements publics ou encore des collectivités territoriales comme le Conseil général. Un EPF à Mayotte pourrait notamment alléger le travail de la CIM et du SMIAM qui peinent aujourd'hui à faire sortir de terre de nouveaux bâtiments. Si la création de cet EPF n'est toujours pas lancée, c'est que l'État traîne. Il est le seul à pouvoir le créer par décret du Conseil d'État, chose qu'il aurait dû faire depuis 2010. Deuxième projet, la mise en place du FRAFU, le Fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Là encore, on l'attend depuis 4 ans. Chargé de constituer des réserves foncières, ce fonds répond à 3 objectifs. Il doit faciliter l'accès au logement, il doit réaliser des équipements urbains et aussi penser au développement durable du territoire. 2 projets qui pourraient faire avancer l'aménagement du territoire mahorais qui est à la peine. Mais il faut encore attendre, reste à savoir si les débats autour de Mayotte 2025, en cours en ce moment même, soulèveront ces questions. Je vais me retourner vers vous encore une fois, Laini, parce qu'on parle d'aménagement, on parle de foncier, ce sont également des problématiques que vous rencontrez. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu également aller taper à la porte de la préfecture? Disons que dans un premier temps, ça a été au Conseil général parce que la demande de dialogue a été envoyée au président du Conseil général en premier parce que les agriculteurs rencontrent un grave problème de foncier. Et donc, à partir du moment où nous voulons installer des jeunes agriculteurs qui sont l'avenir de l'agriculture mahoraise, qui sont les porteurs de projets et qui vont être amenés à devoir payer la retraite, donc à partir de là, il fallait d'abord voir
la personne qui détient l'outil qui permettra à l'agriculteur de s'installer et qui est le conseil général. Donc, une fois qu'on aura une réponse positive, satisfaisante de la part du conseil général au niveau du foncier, à partir de ce moment-là, le dialogue, les demandes vont continuer vers la préfecture. Parce qu'il y a également une part de responsabilité. Voilà, la préfecture a sa part de responsabilité parce que ne serait-ce au niveau des fonds européens, il y a un travail à faire parce que quand un jeune présente un projet de 500 000 € et qu'on lui dit et qu'il est amené à devoir financer lui-même son projet et qu'il soit remboursé après, où est-ce qu'il trouvera l'argent? Donc, à partir de là, la préfecture qui représente l'État se doit de trouver des solutions au niveau des banques pour que ces jeunes-là puissent faire leur préfinancement. On en parlera bien évidemment tout à l'heure. On en vient maintenant à cette histoire. Zamrati se bat pour que son petit frère aille à l'école. Cela fait 2 mois que le petit garçon est confiné chez lui. La raison invoquée, pas de place à l'école de Dzumounié. Depuis 2 mois, la mère de l'enfant l'emmène tous les jours à l'école dans l'espoir qu'il obtienne une place. Zamrati était l'invité de la matinale. Je vous propose de l'écouter. C'est inadmissible. On est dans un territoire français, un département français, depuis mars 2013, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes française. 2011, excusez-moi. Donc on est français, il est français. Donc je ne comprends pas sur un territoire français où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc expliquez-moi, il faut que quelqu'un réponde à ma question. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans, 7 ans faisait en dehors de sa chaise scolaire pendant 2 mois? Il est à la maison, il s'ennuie. Pendant les 3 premières semaines, je ne vous le cache pas, il a pleuré. Il ne comprenait pas pourquoi les autres allaient en cours et pas lui. D'accord? Il disait tous les matins, maman, pourquoi moi je ne vais pas à l'école? Pourquoi moi je ne vais pas à l'école? Il s'habillait pour aller à l'école, mais au final, il ne va pas à l'école. Je pense que au jour d'aujourd'hui, et je pense que personne ne va me dire le contraire, il n'y a pas, alors je suis bien claire, je ne suis pas raciste, non. Pas du tout, hein, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas un enfant, Muzungu, comme on le dit chez nous en mahorais, Muzungu non scolarisé aujourd'hui. Et puis on apprend que suite à cette intervention, une place a été trouvée au petit frère de Zamrati. Néanmoins, de nombreux enfants sont encore sans établissement. Et puis, place maintenant à cette journée, une journée mondiale consacrée à l'AVC. Au centre hospitalier de Mamoudzou, le personnel soignant était mobilisé afin de sensibiliser les visiteurs. Camille Leca était sur place. Ce qu'ils vont faire, c'est appeler le 15. Donc dès que vous voyez les signes chez une autre personne ou chez vous-même. Agir vite. Voilà la première chose à retenir en cas d'AVC. Plus une victime d'accident vasculaire cérébral est prise en charge rapidement, moins le risque de séquelles sera élevé. Mais quels sont les signes à détecter? Réponse avec Dominique Toul, cadre de santé au centre hospitalier de Mamoudzou. Ce sont tous des signes neurologiques, donc les troubles de la parole, les troubles de l'élocution. Il y a également une lourdeur d'un côté et les troubles de la marche, troubles de la vision également. Ça peut être aussi des vertiges, donc on explique simplement aux personnes ces différents troubles et on leur dit d'avoir recours immédiatement au centre 15, au numéro 15, le numéro du SAMU, ou de se présenter aux urgences. En France, l'AVC touche une personne toutes les 4 minutes. Il est aussi la première cause de handicap et la deuxième cause de démence chez l'adulte. D'où l'importance de cette journée de prévention. Pour informer le maximum de visiteurs, Dominique Toul et une quinzaine d'étudiants issus de l'Institut de formation en soins infirmiers de Mamoudzou ont donc arpenté les allées du CHM aujourd'hui. On leur explique également qu'eux-mêmes peuvent être concernés, mais que ça également pour leur famille, et que ça vaut un peu pour les gens qui sont autour d'eux. Ils ne connaissent pas spécialement les signes, ils n'ont pas conscience que ça peut être une maladie, et l'ensemble de ces signes font que ça peut être un AVC. Mais une fois informés, les gens savent qu'ils doivent avoir recours soit au centre 15, soit à un médecin, aux urgences, et donc a priori la prise en charge peut se faire rapidement.
L'accident vasculaire cérébral est souvent appelé la maladie des sujets âgés et pourtant, tous les ans, près de 15 000 victimes ont moins de 45 ans. L'école de karaté de Doujani est de retour de son stage de karaté qui s'est déroulé à La Réunion pendant une semaine. Regardez plutôt ces images qui ont été tournées par le président de l'école. Ils sont revenus avec de nombreuses médailles, il faut le dire, 5 au total. L'heure est au bilan. Demain, sachez que les jeunes karatékas de l'école de Doujani se verront remettre ces médailles. Ils ont entre 8 et 12 ans, ces jeunes pousses de l'espoir mahorais, après leur stage à La Réunion, ils ont donc brillé et comptent gagner encore plus de médailles. D'ailleurs, écoutez à ce propos Tani Mohamed qui nous fait tout simplement le bilan de cette semaine. J'ai amené 10 enfants à La Réunion, 2 étaient disqualifiés pour des raisons techniques, on va dire ça. Et puis sur les 8 combattants, on a pu obtenir 5 médailles. 2 d'argent et 3 de bronze. Donc c'est un résultat plus qu'honorable. On ne s'attendait pas à ça. Les enfants ont assuré. Le niveau des enfants mahorais est pareil, voire un petit peu, je dirais, égal au niveau d'océan Indien, notamment de La Réunion. D'ailleurs, le président de la Ligue de La Réunion, monsieur Caro, nous a invités à faire des tournois échanges entre Mayotte, Réunion, Maurice et Seychelles. Des propos recueillis par Shakila Issouf. Par ailleurs, sachez qu'une vingtaine de clubs avaient participé à ce stage. La prochaine étape pour le club de Doujani, c'est de tenter de participer au championnat de La Réunion qui se déroulera en mars 2015. Dans la foulée, Mayotte espère être représentée au championnat de France de karaté. Bien évidemment, nous serons présents pour la cérémonie de demain. En attendant, il est 19h18, l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. Les personnels de l'aéroport de plus en plus inquiets pour Ebola. À Mayotte, peu de choses sont mises en place concernant un éventuel plan de lutte contre le virus. Pourtant, Madagascar a été classé pays à risque et la compagnie Corsair International a décidé il y a quelques jours de ne plus se rendre à Zanzibar pour effectuer son escale entre Mayotte et Paris afin d'éviter tout risque de contagion. Autre destination à risque, la compagnie aérienne EWA dessert Dar Salam, Madagascar ou encore Pemba. Et Kenya Airways arrive de Nairobi. Les personnels de l'aéroport de Pamandi affichent leur inquiétude et se demandent pourquoi les contrôles sanitaires n'ont pas lieu au départ et à l'entrée du territoire. Alors que les artisans du BTP mahorais menacent de bloquer l'île afin de se faire payer des factures en souffrance, le dossier de la CIM ne se résume pas au blocage des emprunts de la structure auprès de l'AFD et de la CDC. Dans cette affaire, il est également question de pouvoir et de marché, car à bien regarder, les entreprises choisies pour réaliser les chantiers de la CIM, ce sont les plus petites structures qui emportent les gros chantiers. Des pressions ont donc été exercées sur la direction de la CIM par les groupes plus importants représentés sur place. Un dossier très complet à lire dans votre France Mayotte Matin du jour. Pour trouver des solutions à la désertification médicale du territoire, le CHM avait racheté l'hôtel Iris. Aujourd'hui, le centre hospitalier indique que l'inauguration officielle de la résidence dédiée à l'accueil des internes venus poursuivre leur formation au CHM sera le 31 octobre. Mayotte, son lagon, sa verdure, sa tranquillité. Car oui, on parle beaucoup de la hausse de la délinquance, de la violence, des vols. Mais quand on s'éloigne un peu de toute cette urbanisation, un autre état d'esprit apparaît. Des difficultés au quotidien certes, mais aussi et surtout une quiétude que de plus en plus de personnes recherchent en s'éloignant du chef-lieu. Direction la campagne de la commune de Tingoni en compagnie de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Ah, désolé pour ceux qui sont pas là. Et je vais boire pour vous, hein?
est bon, hein? Non, nous ne sommes pas à table avec Nemati, mais bien en compagnie de Saïd et Eli. Au menu cet après-midi, bata bata et le fameux landra, cuisiné comme les hommes savent si bien le faire. Le dessert du jour, jus de coco accompagné de sa pulpe. Après toute une journée au soleil, de dur labeur, cette fin d'après-midi répond à toutes leurs attentes. Ils ont choisi de vivre de la terre, loin du train-train des bureaux et des embouteillages. Saïd et Eli passent leur journée à la campagne à travailler, oui, mais avec une philosophie masterehi. Ini babangu la konfundisha hali mtu amolimi mnadzeka shambani wa mutsaidzaye dia kuna mana mtu gada hanna ufanya hadina mnadzodza ya hauzuri dinatana paravan. Pour ces jeunes dont le quotidien est parfois pénible, s'évader au fin fond de la forêt leur permet de supporter les aléas de la vie, entrer en contact avec la nature, se ressourcer, être soi-même. Pour ces jeunes, cultiver la terre, c'est plus qu'un travail, c'est une manière de vivre. Ça nous a donné faim tout ça. Vous avez beaucoup ri, hein, Laïni, pendant le reportage. Ça vous a rappelé des souvenirs peut-être? Quand on était à l'école coranique et qu'on allait au champ avec notre maîtresse, après avoir labouré, c'était le plaisir de manger les bananes et autres avec elle. C'est une tradition qui se perd, ce type d'agriculture? Ben oui, de plus en plus, hein, parce qu'aujourd'hui, on aspire plus à une agriculture de masse et une agriculture industrielle, de manière à pouvoir nourrir la population. Donc ça se perd de plus en plus. Et justement, c'est vrai que c'est la culture, c'est la tradition, cette façon, on va dire, de travailler au champ. Qu'est-ce qui va rester de ça quand les fonds européens seront passés, quand vous vous serez structuré? Ben, qu'est-ce qui restera de ça? Disons, ce sera des souvenirs. Parce que je pense que, mis à part nos grands-parents, nous, la génération, ma génération et la nouvelle génération, tout ça sera en perdition. Alors, on rappelle donc que vous êtes la présidente de la fédération du syndicat des exploitants agricoles de Mayotte, qu'il y a un gros problème du côté des agriculteurs et que, bien tout simplement, ce matin, vous avez décidé de pousser votre coup de gueule au Conseil général, un coup de gueule, on va dire, plutôt virulent. Concrètement, quel est le problème ? Alors, concrètement, ce qui se passe actuellement depuis des années, il s'avère que, l'agriculture mahoraise n'a pas été développée depuis toutes ces années et aujourd'hui, c'est le seul outil qui permettra aux jeunes qui s'y intéressent de pouvoir en vivre. Et puis, il faut tenir compte qu'à Mayotte, il y a beaucoup de chômage et c'est au niveau de l'agriculture qu'on a encore la possibilité de pouvoir avoir des débouchés. Et sauf que, jusqu'à maintenant, on ne valorise pas cet outil. Donc, à partir du moment où les agriculteurs en général et aujourd'hui les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer et qui sont mal installés ont demandé depuis des années à pouvoir avoir un dialogue, un échange, et puis concertation surtout, de manière à pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes qui sont des problèmes fonciers, des problèmes de fonds, de roulement. Et donc à partir du moment où ils n'ont pas d'écoute, disons, il y a eu une lassitude et cette lassitude a fait que, aujourd'hui, pour se faire entendre, moi j'étais là pour calmer les jeunes parce que quand on regarde, c'était plutôt mes enfants avec lesquels je tournais, quoi. Donc j'étais là pour calmer le jeu de manière à trouver des solutions, de manière à faire les choses dans le calme, mais là, ils étaient exaspérés. Donc heureusement qu'au final, on a pu trouver une solution avec, le
le directeur de cabinet et un des élus, de manière à pouvoir faire un travail de dialogue et d'échange pour trouver des solutions pour aller de l'avant. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, on l'a vu sur les images, ce sont de tout jeunes agriculteurs. On va dire que dans l'esprit collectif, l'agriculteur est plutôt âgé. Quand il est jeune, il n'a pas forcément envie de travailler la terre. C'est un travail qui est fait pour justement recruter des jeunes personnes. Aujourd'hui, le contexte doit changer, puisque c'était toujours les personnes âgées, mais du fait qu'on veut développer l'agriculture de manière à ce qu'elle puisse nourrir sa population, on ne dit pas qu'on arrivera à subvenir à 100% aux besoins des Mahorais, mais au moins qu'il y ait une agriculture structurée, une agriculture qui est suivie, une agriculture qui est valorisée, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture mahoraise n'est pas valorisée. Il y a un dialogue qui est là, voilà, il y a les fonds européens qui sont là, mais non, il ne faut pas se leurrer. Ces fonds européens, il y a des conditions pour les avoir. Et donc, à partir du moment où déjà les vieilles personnes qui s'occupaient, je dirais, les personnes âgées qui sont tout le temps dans leur champ pour travailler, ils n'auront pas droit à ces fonds. Ces fonds, c'est plutôt ces jeunes agriculteurs qui devraient les avoir et ils ont de grosses difficultés à pouvoir rassembler de quoi financer leur projet. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas rester là à croiser les bras, à s'entendre dire que bon, voilà, vous êtes la nouvelle génération, c'est vous qu'on attend pour développer l'agriculture mahoraise, et pendant ce temps-là, ils n'ont pas les outils, pendant ce temps-là, il n'y a pas d'élus qui les écoutent. Le travail des élus, justement, on en parle, est-ce que les élus ont fait leur job ? Alors, je ne veux pas, comment dirais-je, critiquer ces personnes parce que nous sommes appelés à travailler ensemble, mais je dirais qu'ils ont une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ce n'est pas une première fois que ces jeunes et les agriculteurs de façon générale ont lancé un cri que nous voulons que vous nous entendiez, nous voulons échanger avec vous pour que vous soyez là pour nous accompagner. Ça n'a pas été fait. En tout cas, je pense que le cri a été entendu cette fois, puisqu'on rappelle qu'il y a donc une première réunion qui aura lieu demain à 15h30 entre donc les agriculteurs, les élus et les techniciens. Oui, donc là, disons que la réunion de demain, il y a un comité qui a été créé. Donc, il y a 3 syndicats qui étaient présents aujourd'hui au Conseil général. Et de ces 3 syndicats, il y a 3 personnes de chaque qui sont prises de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes pour travailler. Donc un premier combat donc, qui est mené à bien et on va essayer de suivre donc cette affaire de très très près. Merci beaucoup Laly Monier-Mali d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien, au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Bienvenue et à Maëva. Sachez que John Adams est né un 30 octobre 1735, le premier vice-président des États-Unis, puis 2e président des États-Unis. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis. Nous retiendrons de lui cette citation. Tous les hommes professent l'honnêteté aussi longtemps qu'ils peuvent. Croire tous les hommes honnêtes serait folie. N'en croire aucun est ainsi quelque chose de plus mauvais. Dans quelques instants, la météo d'Ornella la Périne, suivi du journal en mahorais et puis le temps de parole. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver à Paris grâce à OM5 en multidiffusion. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV Kwaheri.